Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans des notes inspirées d'un livre qui a vraiment fait beaucoup de bruit, Atomic Habits de James Clear. Bonjour, oui, un vrai phénomène. Et l'idée de base, elle est simple, presque trop simple en fait. L'idée que des améliorations de 1% au quotidien pourraient radicalement transformer une vie. C'est ça. On parle de l'effet cumulé. S'améliorer de 1% chaque jour, ça paraît rien du tout, mais sur un an, les sources disent que ça nous rend 37 fois meilleurs. C'est énorme. C'est le principe des intérêts composés, mais appliqué à nous-mêmes. Honnêtement, ça paraît presque magique, voire un peu exagéré, non? C'est une réaction tout à fait normale parce que notre cerveau a du mal avec les calculs exponentiels. Mais ce qui est crucial et qu'on oublie souvent, Oui, c'est que la formule, elle fonctionne aussi à l'envers. Une régression de 1% par jour, un petit laisser-aller et en un an, on se retrouve quasiment à zéro. ah oui, ça fait peur vu comme ça. Nos habitudes, c'est comme un compte à double entrée. Soit on dépose de la valeur, soit on en retire. Sauter un entraînement, ça semble anodin. Mais en fait, ça rend le prochain oubli encore plus probable. Et on crée sans s'en rendre compte une trajectoire qui descend. C'est une perspective un peu angoissante, mais qui clarifie bien l'enjeu. Alors pour y voir plus clair, voici le plan. On va commencer par une idée qui bouscule un peu tout. Pourquoi il faudrait oublier nos objectifs? Un point essentiel. Ensuite, on verra ce qui est présenté comme le vrai moteur du changement, notre identité. Et enfin, on entrera dans le concret avec la mécanique du cerveau, les habitudes et les fameuses 4 lois pour, en théorie, pouvoir tout changer. C'est un sacré programme. Très complet. Alors, commençons par ce premier point qui m'interpelle beaucoup. Oublier les objectifs. Ça va complètement à l'inverse de tout ce qu'on nous apprend, quoi. J'ai toujours cru que la clé, c'était d'avoir un objectif audacieux, un truc vers lequel tendre. Et c'est là qu'est le paradoxe. L'argument du livre est fascinant. Les gagnants et les perdants ont souvent les mêmes objectifs. Ah oui, Prenez les Jeux Olympiques. Chaque athlète sur la ligne de départ veut la médaille d'or. L'objectif ne les différencie pas. Ce qui les différencie, c'est leur système. le système. C'est-à-dire, C'est l'ensemble des actions quotidiennes qui les mènent, ou pas, vers cet objectif. L'objectif, c'est la ligne d'arrivée. Le système, c'est la route qu'on emprunte chaque jour. d'accord, je vois la distinction. Objectif, Poita, courir un marathon. Système, mon programme d'entraînement, mes habitudes de sommeil, ma nutrition. C'est ça? Précisément. Et il y a un problème psychologique, j'imagine, à se concentrer uniquement sur l'objectif. Exactement. Ça crée un état qu'on pourrait appeler de bonheur différé. Je serai heureux quand j'aurai perdu 10 kilos, je serai satisfait quand j'aurai fini ce livre. On vit dans l'attente d'un succès futur au lieu de trouver de la satisfaction dans le processus lui-même. C'est le piège classique. Oui. Et le meilleur exemple, c'est le régime yo-yo. On atteint un poids cible, on célèbre, puis on abandonne le système qui nous y a menés. Et le résultat? On retourne à la case départ. Voilà. Parce que l'objectif était ponctuel, ce n'était pas un changement de vie. Le but final, en fait, n'est pas de courir un marathon, mais de devenir un coureur. Devenir un coureur, ça change tout. On ne parle plus d'une action, mais de qui on est. Ce qui nous amène directement au cœur du réacteur, j'ai l'impression. Le changement basé sur l'identité. Comment ça fonctionne concrètement? Alors, les sources décrivent 3 niveaux de changement. Le plus superficiel, ce sont les résultats. Perdre du poids, publier un article. Ok, Le niveau intermédiaire, c'est le processus. Aller à la salle, écrire 500 mots par jour. d'accord. Et le niveau le plus profond, le plus important, c'est l'identité, c'est-à-dire nos croyances sur nous-mêmes. La plupart des gens essaient de changer de l'extérieur vers l'intérieur. Ils partent du résultat. C'est ça. Je veux perdre du poids, résultat, donc je vais faire un régime, processus. Et c'est souvent voué à l'échec parce que ça ne change pas qui on est au fond. On reste une personne qui fait un régime plutôt qu'une personne saine. C'est ça la différence. Exactement. L'approche efficace, elle est inverse, de l'intérieur vers l'extérieur. On commence par se demander quel type de personne peut atteindre ce que je veux atteindre. D'accord. Donc, au lieu de je veux arrêter de fumer, qui est basé sur le résultat, on pense je veux devenir un non-fumeur. C'est basé sur l'identité. La nuance est subtile, mais elle change tout. On ne se bat plus contre ses envies, c'est ça l'idée. On fait des choix qui sont en accord avec notre nouvelle identité. Chaque action devient une affirmation de c'est ce que je suis maintenant. J'adore cette métaphore utilisée dans les notes point souvent. Chaque action qu'on prend est un vote pour le type de personne qu'on veut devenir. C'est une image incroyablement puissante. Elle est très parlante. Écrire une seule phrase, c'est un vote pour « je suis un écrivain ».
Faire 10 pompes, même quand on n'en a pas envie, c'est un vote pour « je suis un athlète ». On construit sa propre identité, preuve par preuve, quoi. C'est une métaphore parfaite. Et ce qui est fascinant, c'est que ce vote est encore plus puissant quand l'action est toute petite. Ah oui, pourquoi? Essayer de faire un vote massif comme un entraînement de 2 heures quand on part de zéro, ça peut échouer. Et cet échec, il renforce l'identité inverse. Tu vois, tu n'es pas sportif. Je vois. Mais un petit vote, comme juste mettre ses chaussures de course et sortir 5 minutes, c'est presque impossible à rater. On fournit une preuve tangible à son cerveau. Et c'est l'accumulation de ces petites preuves qui finit par remodeler nos croyances profondes sur nous-mêmes. D'accord, l'idée de voter pour sa future identité est très claire. Mais ça soulève une question. Comment on fait en sorte que ces votes deviennent automatiques? On ne peut pas vivre en permanence dans un état de décision consciente. Ce serait épuisant. Ben non, c'est impossible. J'imagine que c'est là que la mécanique du cerveau entre en jeu. Tout à fait. Notre cerveau, c'est une machine à optimiser. Son but premier, c'est d'économiser de l'énergie. Pour ça, il transforme les comportements répétés en autoroute neuronale, en habitude. C'est pour ça qu'on peut conduire sa voiture en pensant à sa liste de courses. Exactement. Le comportement est tellement ancré qu'il ne nécessite plus d'efforts conscients. Et tous nos comportements, les bons comme les mauvais, suivent une boucle en 4 étapes. Si on la comprend, on a le mode d'emploi de son propre cerveau. Une boucle en 4 étapes. Alors, voyons voir. La première, c'est le déclencheur, l'indice qui initie le comportement. La deuxième, c'est l'envie, le désir qui suit ce déclencheur. D'accord. La troisième, c'est la réponse, l'habitude elle-même. Et enfin, la quatrième, la récompense qui satisfait l'envie et dit au cerveau « c'était bien, refais-le Déclencheur, envie, réponse, récompense. ». C'est ça. L'exemple du téléphone, il est parfait pour ça. Le téléphone vibre sur la table. Déclencheur. Oui, On ressent ce pic de curiosité, ce besoin de savoir. envie. On prend le téléphone, on le déverrouille. Réponse. Et on a notre dose d'infos. La curiosité est satisfaite. Récompense. La boucle est bouclée. Et elle se renforce à chaque notification. C'est exactement ça. Et le génie de l'approche Atomic Habits, c'est de proposer 4 lois, très simples, qui sont des stratégies pour pirater chaque étape de cette boucle. Les fameuses 4 lois. Pour créer une bonne habitude, il faut la rendre évidente, attractive, facile et satisfaisante. Et pour briser une mauvaise habitude, on fait l'inverse. La rendre invisible, repoussante, difficile et insatisfaisante. D'accord. Entrons dans le vif du sujet. Loi numéro 1. Rendre évident. La plupart de nos mauvaises habitudes sont automatiques. On ne s'en rend même plus compte. Comment on commence à y voir clair? La première étape, c'est juste l'observation, sans jugement. Une technique simple, c'est la Habit Scorecard. Sur une journée, on liste toutes nos actions, du réveil au coucher. Tout en haut. Tout en haut. Se lever, prendre son téléphone, se brosser les dents, faire le café. Et à côté, on met un plus si c'est positif, un moins si c'est négatif, un égal si c'est neutre. Le but, ce n'est pas de culpabiliser, c'est de passer ces automatismes au rayon X. Il y a une autre technique mentionnée dans les notes qui me fascine un peu, celle des opérateurs ferroviaires japonais. Le pointer est appelé. Mais attendez, ça me paraît un peu bizarre de parler tout seul dans sa cuisine, non? C'est une excellente question. Et oui, ça peut sembler étrange au début. On est d'accord. Je m'apprête à manger ce biscuit, on crée une microseconde de pause. Une pause pour réfléchir. Oui, et ça permet au cerveau rationnel de se demander « est-ce que je le veux vraiment ?» Et la statistique des chemins de fer japonais est impressionnante. Cette méthode réduirait les erreurs jusqu'à 85%. 85%, c'est énorme. C'est énorme. Ok, vu comme ça a du sens. Alors, une fois qu'on a pris conscience de nos habitudes, comment on en crée de nouvelles de manière évidente? Avec 2 outils de planification très puissants. Le premier, c'est l'intention d'implémentation. Au lieu d'un vague « je veux méditer plus », on définit un plan précis. Je vais méditer pendant 5 minutes à 7 heures du matin dans mon salon. On donne des coordonnées GPS à son habitude. C'est une bonne image. Et le deuxième, encore plus efficace, c'est l'ancrage d'habitude. On greffe une nouvelle habitude sur une habitude qui existe déjà. Comment ça? On se dit, après habitude actuelle, je ferai nouvelle habitude. Par exemple, après avoir versé mon café du matin, j'écrirai une chose pour laquelle je suis reconnaissant. On utilise l'élan d'une habitude existante pour lancer la nouvelle. D'accord. Donc on rend le déclencheur évident. Mais si l'habitude en elle-même est ennuyeuse, faire du sport, ranger, comment on se motive? C'est la loi 2, rendre attractif.
Là, on pirate le système de récompense du cerveau, la dopamine. Ce qu'il faut savoir, c'est que la dopamine est libérée non seulement quand on reçoit une récompense, mais aussi en anticipation de celle-ci. Ah, d'accord. C'est pour ça que planifier des vacances est parfois aussi excitant que les vacances elles-mêmes. Pour rendre une habitude attractive, on peut jouer sur l'environnement. Mettre un livre sur son oreiller, une corbeille de fruits bien en évidence sur le comptoir, on augmente l'attrait visuel de la bonne habitude. Et il y a cette technique de groupement des tentations. Ça me parle. L'idée d'associer quelque chose qu'on veut faire à quelque chose qu'on doit faire. C'est ça, j'écouterai mon podcast préféré, ce que je veux, uniquement quand je fais la vaisselle, ce que je dois. Ou je ne regarderai ma série Netflix que sur mon vélo d'appartement. Ah oui, pas mal. L'anticipation de la récompense, le podcast ou la série, rend l'habitude moins pénible, voire désirable. On associe l'effort à un plaisir immédiat. L'environnement social joue un rôle aussi, non? On est quand même très influencé par les gens qui nous entourent. Un rôle énorme. On imite inconsciemment les habitudes de 3 groupes, nos proches, notre tribu, c'est-à-dire la culture ambiante, et les personnes qu'on admire. Donc il faut bien choisir ses amis, en gros. En partie, une des stratégies les plus efficaces pour changer, c'est de rejoindre une culture où le comportement désiré est la norme. Si on veut lire plus, on rejoint un club de lecture. Si on veut être plus actif, on se lie d'amitié avec des gens qui aiment bouger. Leurs normes deviennent les nôtres. Bien, passons à la loi 3. Rendre facile. C'est un point où je pense que beaucoup de gens échouent, moi le premier. On est plein de bonnes intentions, on vise trop haut et on abandonne après 3 jours. C'est l'erreur la plus commune. On confond intensité et régularité. Au début d'une habitude, la régularité est infiniment plus importante. Il faut se présenter, c'est tout. Et pour ça, la règle d'or, c'est la règle des 2 minutes. La règle des 2 minutes. Toute nouvelle habitude doit être réduite à une version qui prend moins de 2 minutes. Ça me parle personnellement. J'ai voulu me mettre à la méditation, j'ai commencé par viser 10 minutes, j'ai tenu 2 jours, puis j'ai lu ce principe et je me suis dit, ok, juste ouvrir l'application et m'asseoir. C'est tout. Et ça a marché. Oui. Étonnamment, une fois assis, c'était beaucoup plus simple de continuer 1 minute ou 2. C'est vraiment le démarrage qui est le plus dur. C'est la parfaite illustration. Lire avant de dormir devient lire une page. Courir 5 km devient mettre mes chaussures de course. On maîtrise l'art de commencer. On automatise le début de l'action. Et une fois qu'on a lu une page, c'est plus probable qu'on en lise une deuxième. C'est ça, on abaisse la barrière d'entrée au maximum. Et on arrive à la dernière loi, la loi 4. Rendre satisfaisant. C'est un vrai défi, ça. Beaucoup de bonnes habitudes ont une récompense très différée. Aller à la salle une fois ne change rien physiquement. Comment on contourne ce décalage? En créant une récompense immédiate. Notre cerveau est une machine à rechercher la gratification instantanée. Il faut lui donner une petite victoire, tout de suite. Et comment on fait ça? La méthode la plus simple et la plus connue, c'est le suivi d'habitude. On prend un calendrier et on coche chaque jour où on a accompli l'habitude. La satisfaction de voir la chaîne de X s'allonger et la volonté de ne pas briser la chaîne. Ça devient la récompense immédiate. Exactement. C'est un petit jeu avec soi-même qui renforce le comportement le temps que les vrais résultats à long terme apparaissent. C'est fascinant de voir comment tout s'emboîte. Au fond, si on regarde bien, tout se recoupe. On ne peut pas construire un système efficace si on n'a pas d'abord décidé du type de personne qu'on veut devenir. Cette fameuse identité. Et cette identité, elle se construit comment? En utilisant ces 4 lois pour rendre les votes quotidiens en sa faveur. Presque inévitable. Vous avez parfaitement résumé. Se concentrer sur les systèmes plutôt que les objectifs, sur l'identité plutôt que les résultats, et sur le processus plutôt que la ligne d'arrivée. C'est un changement complet de paradigme. C'est vrai. Et pour revenir à l'analogie du vote, elle capture l'essence de tout ça. Chaque petite action compte, chaque choix, aussi minuscule soit-il, est un bulletin déposé dans l'urne de notre futur soi. La transformation ne vient pas d'une révolution, mais d'une constance inébranlable dans les petites choses. Une belle conclusion. Qui laisse avec une tantou à suite. Si chaque habitude est un vote qui sculpte notre identité, alors la question la plus importante à se poser chaque matin n'est peut-être pas quel est mon grand objectif, mais plutôt quel est le plus petit vote que je pourrais déposer aujourd'hui pour la personne que je souhaite être demain.